d'être venus si nombreux donc, pour cette présentation et signature du premier tome du livre Brocéliande au-delà des apparences par Jean-Claude Capelli. Ah, c'est fini. Le panneau applaudir, il était Voilà. baissé. Donc. Bon, bah oui, c'est vraiment gentil d'être venu. Hein. Alors, c'est le tome 1, Brocéliande au-delà des apparences. Il y aura un tome 2, donc. Mais enfin, si vous n'êtes pas plus nombreux, je crois que je ne vais pas l'écrire. Tu couperas pas ça, Pierre. Non, non. Alors, bon, il fait je sais plus combien, Pierre, tu l'as lu, toi? Il fait 300 euros. Non, ouais, c'est Non, pas 25, c'est pas le prix. 25 euros. C'est pas le prix, c'est le nombre de pages que je demande. Bon, 370 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors évidemment, je vais pas puiser aux 370 pages. Et ce que j'avais envie d'illustrer, donc l'apparition de ce nouveau chef-d'œuvre, par finalement ce qui fonde la forêt de Brocéliande en forêt de Paimpont, c'est-à-dire la fontaine de Barenton, et plus précisément le rite d'aspersion de la fontaine de Barenton. Et il se trouve que quand on lit le roman de Chrétien de Troyes, Yvain le Chevalier au Lion, quand on lit bien entre les lignes, et même pas entre les lignes, quand on lit avec attention, on s'aperçoit que ce rite d'aspersion de la fontaine de Barenton ne se fait pas n'importe quand. Et moi, j'ai voulu essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment de cette date précise, vous allez le voir, qui est le solstice d'été en fait. Mais pourquoi j'ai choisi aussi cette histoire de rite d'aspersion de la fontaine de Barenton par Yvain et puis avant par Calogrenant, tout simplement parce que ça sous-tend tout le fil du bouquin, à savoir que au-delà des apparences justement et des chimères qui sont des fantasmes et des délires qui sont habituellement véhiculés par cette forêt de Paimpont-Brocéliande, eh bien, il y a une réalité historique, symbolique, initiatique, parce que moi, je pense que l'ère de la forêt de Paimpont, dans les temps de notre Antiquité, ont été l'espace d'un sanctuaire d'initiation guerrière et royale. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui sous-tend mon bouquin. J'ai vu sur un site, là... d'un ami, la forêt de Brocéliande, dite aujourd'hui forêt de Paimpont. Bon, alors il faut remettre les choses à leur place, parce que la forêt de Brocéliande, c'est pas une forêt réelle, c'est une forêt imaginaire. Hein. Et alors, j'ai emprunté ces quelques mots à Jean Marcal, parce que Jean Marcal a été un des chantres de la forêt de Brocéliande. Voilà ce qu'il dit à propos de la forêt de Brocéliande. Brocéliande apparaît comme un pays merveilleux où des chevaliers errants se perdent à force de chercher vainement le château du Graal. Bon, et Jean Marcal, dans son bouquin Brocéliande, justement, se demande comment on fait encore aujourd'hui pour appeler cette forêt de Paimpont forêt de Paimpont. Pour lui, on devrait l'appeler forêt de Brocéliande. Bon, là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que aucune carte sérieuse, aucune carte officielle ne mentionne la forêt de Brocéliande. Et en fait, la forêt de Brocéliande a été assimilée à la forêt de Paimpont qu'en 1880. Enfin, il y a eu une controverse qui a débuté en 1820 et qui a duré à peu près 50, 60 ans. Mais finalement, la forêt de Paimpont est devenue forêt de Brocéliande en 1880, et ce qui est finalement assez récent. Alors, j'aurais pu vous dire effectivement bienvenue en forêt de Brocéliande, comme d'habitude. Mais moi, je préfère vous dire bienvenue en forêt de Paimpont. Et même, j'aurais peut-être dû vous dire bienvenue en forêt de Brécilien, parce que la forêt où on est, là, bon, on est à Très-Haut-en-Tête. La forêt de Paimpont, c'est une dizaine de milliers d'hectares. Et ensuite, ce qu'on appelle forêt de Paimpont, ça comprend aussi les forêts qui s'étendent sur les départements limitrophes. Donc la forêt de Paimpont-Brocéliande, c'est à peu près 20 000 hectares.
Et cette forêt là dans laquelle on est, c'est pas toujours appelé forêt de Paimpont effectivement. Et en fait, la commune de Paimpont a été créée en 1791 et jusqu'en 1791, cette forêt de Paimpont, elle s'appelait forêt de Brécilien. Et la plus ancienne mention historique qu'on puisse faire du nom de Brécilien, ben, elle date de 1405 et elle figure dans les actes d'un contrat de mariage. Alors, forêt de Paimpont de 1791 à aujourd'hui, en 2016, forêt de Brécilien de 1405 à 1791, mais avant 1405, on ne sait absolument pas comment cette forêt s'appelle. Alors, justement, je vous ai demandé de faire des révisions d'ancien français avant de venir, parce que on va avoir quelques renseignements sur le nom de la forêt de Paimpont avant 1405. Et ces renseignements, on va les trouver dans un roman qui s'appelle Le Roman de Roux. Il a été publié vers 1160, 1170. Elle a été composée par un poète normand qui s'appelle Robert Wass. Et alors c'est un poème donc qui contient plus de 16 500 vers. Et sur ces 16 500 vers, il y a à peu près une trentaine de vers qui sont consacrés à ce qui semble être notre forêt de Paimpont. Donc ce poème est intitulé Roman de Roux. Roux, en fait, c'est un diminutif pour Rollon. Rollon, c'est un chef viking qui est mort en 930. Et en 911, le roi de France de l'époque s'appelle Charles le Simple. Pour mettre fin au pillage et aux exactions de ce viking, va lui donner toute une région autour de Rouen, et ça va devenir le premier duché de Normandie. Alors, en fait, ce texte, ce roman de Roux, va raconter quoi? L'histoire des ducs de Normandie, et plus précisément la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et dans le texte, Robert Wass va décrire tous les seigneurs qui vont suivre Guillaume le Conquérant jusqu'en Angleterre. Évidemment, il va énumérer les seigneurs, et il va énumérer les seigneurs bretons, et bien sûr, il va énumérer les seigneurs de Brécilien. Et il va en nommer un, précisément, qui s'appelle, j'aime bien ce prénom, Raoul. Je trouve ce prénom-là très sexy. Oui. Alors, suspendre, excusez-moi. Ah, je suis, voilà. Et donc, ce fameux Raoul qu'il va nommer, c'est Raoul Ier, qui est à la fois seigneur de Gaël et seigneur de Montfort à la fin du XIe siècle. Alors, Gaël, on connaît, c'est une petite bourgade encore qui se trouve à une douzaine de kilomètres au nord de Paimpont. Et puis Montfort, ça se trouve à 22 kilomètres au nord-est de Paimpont. Donc Raoul Ier, le Raoul dont il va être question, Raoul de Gaël, dont il va être question dans ce roman de Roux, eh bien c'est lui. Alors, bien entendu, je ne parle pas plus que vous, l'ancien français, mais ces quelques vers qui présentent ce fameux Raoul de Gaël, bon, on en comprend tous le sens. Alors effectivement, Robert Wass nous parle d'un Raoul qui vient de Gaël, donc le Gaël dont on parlait tout à l'heure, qui vient d'un endroit qui s'appelle Bréchélian. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous dit « donc Bretons vont souvent fablant ». Moi, j'aime bien entendre « affabulant ». C'est-à-dire que je me demande si Robert Wass se dit, ces Bretons, en fait, ils sont un petit peu marseillais. Voilà, ils nous racontent des fables, quoi, mais enfin, ils affabulent beaucoup. Hein, et on va voir tout à l'heure, je pense, à la fin du poème, il nous le prouve, vous verrez, il nous prouve qu'ils pensent qu'ils affabulent. Alors, une forêt moult longe et laie, alors, une forêt longue et large, qui en Bretagne est moult louée. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce texte-là? Il y a des mots qui nous sautent aux yeux tout de suite. Évidemment, quand on vient de Haute-Savoie, on ne comprend pas forcément ce Raoul de Gaël, qui sait, mais Bretagne, pour Bretagne, on comprend forcément. Bréchélian, bien, ça ressemble beaucoup à notre Brécilien de tout à l'heure, donc il est à peu près certain que, en fait, Robert Wass prononce à sa façon normande le mot brécilien, hein, en l'appelant bréchélien. Donc là, on reconnaît bien quand même
cette forêt de Brésilien, donc on peut penser qu'il parle de notre forêt de Paimpont, et puis de ce fameux Raoul de Gaël. Alors il va continuer. Il y a 30 vers, hein, ne vous inquiétez pas, on les voit pas tous les 30. Là, ça se complique un petit peu. Mais là, c'est pareil. On comprend un petit peu, à peu près de quoi il retourne. La fontaine de Bérenton, là c'est clair. On a une fontaine aujourd'hui en Haute-Forêt, là, qui est à peu près par là, je sais pas, je vais dire à une dizaine de kilomètres. La fontaine de Barenton, bon, Bérenton, on la retrouve là. Et il nous dit que la fontaine de Barenton sort d'une passe l'aise le perron. Un perron, c'est quoi? C'est une grosse pierre quadrangulaire. Hein. Allée Isolin Vénéor. Vénéor, ça a donné le mot la grande vénerie. Hein, ce sont les chasseurs. Donc ils se rendent à Barenton par grande chaleur. Et à l'aide de leur corps de chasse, ils puisent l'eau dans le bassin de la fontaine. Et l'hyperon dessus mouillé, ils répandent l'eau sur le perron. Et puis là, alors qu'il faisait un grand soleil, eh bien, la pluie arrive et donc se répand et il pleut partout aux environs de la forêt. Voilà de quoi il nous parle. Donc là, on reconnaît bien quand même, en Bretagne, dans la forêt de Bréchélian, une fontaine de Bérenton qui fait pleuvoir. Hein. Bon, tout le monde sait aujourd'hui, évidemment, que le prodige qui se réalise à la fontaine de Barenton, c'est effectivement que c'est une fontaine qui est capable de faire pleuvoir. Alors il y en a d'autres dans le monde, des fontaines qui sont capables de faire pleuvoir, mais on verra tout à l'heure qu'il y a une autre caractéristique de la fontaine qui les disqualifie toutes. Hein. Alors bon, aujourd'hui, moi j'habite dans l'impasse de Follepensée. Quand je suis dans mon jardin, j'en vois des voitures qui défilent. J'en vois, et tous vont essayer de tester leur capacité à faire tomber la pluie. Alors la plupart du temps, ils passent à tombeau ouvert pour aller faire tomber la pluie. 2 heures après, ils reviennent. Piteux, ils n'ont pas réussi. Il fait toujours aussi beau. Et puis de temps en temps, quand même, ça m'est arrivé une fois, il faisait un superbe soleil, j'ai vu passer toute une bande, à tombeau ouvert. 2 heures après, ils sont repassés, et juste quand ils sont passés devant moi, en se marrant, j'étais complètement trempé. Alors, il faut savoir qu'on a quand même une antenne de Météo France ici qui marche assez bien, et qui peut vous prévoir la pluie dans l'heure. Hein. Donc, si jamais vous voulez emmener vos adeptes à la fontaine de Barenton, renseignez-vous quand même un petit peu pour pas avoir les ridicules un petit peu avant. Alors, mais cette capacité de la fontaine de Barenton à faire pleuvoir, même l'Église y a cru. Et en cas de sécheresse, l'Église a organisé des processions qui venaient depuis Concoret pour demander la pluie. Et la dernière, très officielle, elle a eu lieu en 1837. Et là, depuis Concoret, le curé est venu avec la bannière en tête, etc., le clergé, on a chanté des psaumes, des hymnes, etc. Et arrivé sur le site de Barenton, bien le curé a trempé la croix dans l'eau, la hampe de la croix dans l'eau, il a aspergé tout le monde, là, en invoquant Saint Mathurin. Alors c'est intéressant ça parce que Saint Mathurin est effectivement invoqué en cas de sécheresse, mais aussi en cas de folie. Hein. Donc, il faut le penser, juste à côté, il y a quelque chose à creuser là. Et alors, effectivement, les témoignages nous disent, notamment Félix Bellamy, qui est réellement, dont l'œuvre représente encore aujourd'hui une Bible pour tous ceux qui sont amoureux de Brocéliande, il nous dit qu'il a plu ensuite pendant 1 semaine quand même. Hein. Alors, dans son roman de roue, Robert Wass... Alors voilà, bon, évidemment, je vous fais un affront terrible en vous montrant la fontaine de Barenton. Vous la connaissez, tout le monde la connaît, la fontaine de Barenton. Bah oui. Bon, on va gagner du temps, là. Et dans son roman de roue, Robert Wass dit non seulement cette fontaine est capable de faire pleuvoir, mais en plus, à ses alentours, on voit des fées. Hein. Si les Bretons disent vrai, finalement, eh bien, là, on peut voir des fées. Mais finalement, Robert Wass, on sait qu'il est venu ici,
on pense qu'il est venu ici, il va confesser qu'il n'a pas vu le prodige de la pluie et qu'il n'a pas vu les fées non plus. Hein. Et donc, il terminera les 30 vers dont je vous parlais tout à l'heure par ces mots: vie la forêt et vie la terre, merveille qu'ise mais n'est trouvé, follement revint, folle y aller, follement revint, folle qui, pour folle me tint. Bon, ben, il dit: j'étais complètement fou d'aller là-bas, complètement fou de croire à ce qu'on m'avait dit, et en étant revenu, je me pense toujours aussi fou d'y être allé, quoi. Donc il n'a rien vu. Mais par contre, déjà donc en 1160-1170, il parle de la capacité de cette fontaine à faire pleuvoir. Alors, bien sûr, ce roman de Roux, ça va être un des éléments sur lesquels les partisans de la localisation de la forêt de Brocéliande en forêt de Paimpont vont s'appuyer. Mais pas seulement. Alors, juste en vitesse, pour vous dire que la forêt de Paimpont, la forêt de Brocéliande, avant d'être localisée en forêt de Paimpont, elle était localisée en forêt de Quintin, à 25 km au sud-ouest de Saint-Brieuc. Hein. Moi, la première forêt de Brocéliande qu'on m'a fait connaître, moi, c'était pas la forêt de Paimpont, c'était la forêt du Helgoat, en centre Finistère. C'est magnifique, la forêt du Helgoat. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment y aller. Moi, j'ai entendu dire que la forêt de Brocéliande, ça couvrait à peu près toute la Bretagne. Ah, alors ça, c'est une autre... Effectivement, on peut faire une petite parenthèse à propos de ça, puisqu'on est entre nous. Alors oui, donc moi, ma première forêt de Brocéliande, c'était la forêt du Helgoat. On m'a montré la grotte d'Artus, on m'a montré le camp d'Artus, etc. Et franchement, moi, quand j'ai besoin de calme, quand j'en ai un peu marre des délires et des fantasmes de la forêt, de la Brocéliande paimpont-aise, je vais là-bas en forêt du Helgoat. Alors, cette histoire de la grande forêt, et c'est effectivement un des points que j'aborde dans mon bouquin, on est convaincu, et je vois la majorité des gens que j'emmène en forêt ici sont convaincus de ça, que la péninsule armoricaine était couverte d'une immense forêt, finalement, dans des temps très proches. Et ça, c'est exactement la même idée qui consiste à dire que la Gaule était couverte d'une immense et épaisse forêt. Et quand on... Alors, ça, c'est visiblement une idée fausse, parce que quand on écoute les archéologues et les historiens, il y a beaucoup d'archéologues qui ont travaillé sur la forêt de Paimpont, Jacques Briard, par exemple, l'archéologue volant, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je le cite dans mon bouquin, là, ont étudié effectivement l'étendue de la forêt de Paimpont, et ils disent cette histoire de grande forêt qui couvrait la péninsule armoricaine, c'est une illusion totale, et la forêt de Paimpont à l'époque néolithique, par exemple, donc à combien, à 5000 ans d'ici, 5000, 7000 ans d'ici, n'était pas plus grande que la forêt de Paimpont actuelle, voire un peu plus petite. Mais nous, dans notre imaginaire, on a besoin de cette forêt immense, parce que nous, occidentaux, la forêt fait partie de notre imaginaire. J'imagine que si j'étais un Touareg, le désert de sable ferait partie de mon imaginaire. Si j'étais un Lapon, la banquise ferait partie de mon imaginaire. Mais nous, on a réellement cette image de la forêt, et comme finalement elle est un lieu de réalisation initiatique et spirituelle, on l'imagine immense. La quête sera d'autant plus importante que la forêt sera profonde. Mais ça, effectivement, on va le retrouver, par exemple, dans les vies des saints qui ont évangélisé la région de Paimpont entre le 5e et 7e siècle. On va retrouver cette idée-là de l'immense forêt. Mais visiblement... alors bien sûr, après, les romantiques du 19e vont dire... Bah oui, pourquoi on trouve une forêt de Brocéliande plutôt à Helgoat? Pourquoi on trouve plutôt la forêt de Brocéliande à Quintin? Pourquoi on la trouve plutôt à Paimpont? Eh bien, ça montre bien qu'il y avait une grande forêt
qui s'appelait la forêt de Brocéliande et qui couvrait toute la Bretagne, et dont finalement la forêt du Helgoët, la forêt de Paimpont, la forêt de Quintin sont les lambeaux. Hein. Mais ça, je pense qu'il faut revenir sur cette idée-là. Mais c'est important, nous on a besoin de cette histoire-là, de la forêt qui est immense. Hein. Parce que, je le répète, plus la forêt est immense, plus elle est profonde, et plus la quête est passionnante et intéressante. Alors, ça ne va pas être le seul texte sur lequel les partisans de la forêt de Paimpont, de la forêt de Brocéliande en forêt de Paimpont vont s'appuyer. Il va y avoir un deuxième texte, et c'est celui qui va nous occuper là, donc qui va paraître vers 1170 ou 1175, donc une quinzaine années d'après le roman de Roux. C'est le fameux roman Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Et dans ce roman, évidemment, dont Yvain est le héros principal, et un autre chevalier, nommé Calogrenant, vont provoquer la pluie, mais pas seulement une pluie, parce que dans le roman de Roux, finalement, lorsque les chasseurs renversent de l'eau sur le perron de la fontaine, ils provoquent une gentille petite pluie, bienfaitrice. Tandis que dans le roman d'Yvain ou le Chevalier au Lion, ça va carrément être une tempête apocalyptique qui va tout détruire. Hein. C'est vraiment terrible. Et alors, dans ce roman Yvain ou le Chevalier au Lion, on va trouver le nom de la fontaine de Barenton va pas être nommé. On va pas avoir de mention de la fontaine de Barenton. On va pas avoir mention de la forêt de Bréchélian. On va pas avoir mention de la forêt de Brocéliande, encore moins de la forêt de Paimpont. Tout ce qu'on va nous dire, c'est que dans une forêt de Brocéliande, il y a une fontaine qui est capable de faire tomber la pluie et encore plus, et qui bout alors qu'elle est plus froide que marbre. Hein. Alors effectivement, je vous disais, il y avait une qualité qu'avait la fontaine de Barenton par rapport à toutes les fontaines dans le monde qui sont capables de faire pleuvoir. Il y avait une qualité supplémentaire, une caractéristique supplémentaire qui les disqualifiait toutes, c'est celle de bouillir. Alors, ce qui est très marrant, c'est que, effectivement, elle bout alors qu'elle est plus froide que marbre, nous dit le roman Yvain ou le Chevalier au Lion. Et généralement, quelle que soit la saison, elle fait 10 degrés et demi ou 11 degrés. Alors une fontaine qui bout à 10 degrés et demi ou 11 degrés, on ne doit pas beaucoup se brûler dedans. Alors pourquoi elle bout ? Tout simplement parce qu'on a des gerbes de gaz qui montent du fond. C'est pas du méthane comme je l'entends souvent, c'est de l'azote. Hein, c'est un courant d'azote. Alors, pourquoi elle bout ? Alors, il y a l'explication scientifique qui n'est pas sérieuse du tout, effectivement. C'est parce qu'il y a un courant d'azote qui sort du fond du bassin. Et puis, après, il y a une deuxième raison, et c'est parce qu'il y a les fées, ces fameuses fées que Robert Wass voulait tellement voir. Et effectivement, lorsque vous vous penchez au-dessus du bassin, si vous plaisez aux fées, que font les fées qui sont au fond de l'eau ? Parce que c'est normal. Les fées sont toujours au fond de l'eau. Elles sont dans l'autre monde. Hein, et donc, il faut passer l'eau pour pouvoir rejoindre l'autre monde. Eh bien, elles vous sourient. Effectivement, bien, comme leurs délicates lèvres s'entr'ouvrent, elles laissent passer de l'air, qui est de l'azote, en fait. Donc, c'est prouvé, les fées respirent de l'azote. Hein. Alors, en tout cas, tout d'un coup... vous avez bien compris que dans le roman de Roux, les 30 vers du roman de Roux ne peuvent pas être rangés dans des romans arthuriens, parce qu'il n'est absolument pas question de Merlin, il n'est absolument pas question d'Arthur et des autres. Hein. Ce que nous dit le roman de Roux, c'est uniquement la fontaine de Barenton, en Bréchélian, qui est en Bretagne. Mais là, on comprend bien effectivement, avec Chrétien de Troyes et Yvain le Chevalier au Lion, qu'on a une forêt de Brocéliande, dans laquelle il y a une fontaine qu'on ne nomme pas Barenton, mais qui a les mêmes caractéristiques que la fontaine de Robert Wass. Et en plus, elle bout. Donc, les partisans de la localisation de la forêt de Brocéliande en forêt de Paimpont du 19e vont dire, et voilà, une deuxième preuve. Hein. Alors, il y en a une troisième, tout à l'heure, qu'on verra, et qui, elle, est historique. Alors, cette fontaine de Barenton qui bout
alors qu'elle est plus froide que marbre, effectivement, le rite de son aspersion ne se fait pas n'importe quand. Et effectivement, il se fait au solstice d'été. Alors, je vous ai fait un petit schéma. J'ai été prof de dessin industriel toute ma vie, ça se voit. J'ai un talent fou quoi, pour faire des schémas. Alors, vous avez bien compris qu'en haut, là-haut, solstice d'été, le soleil est très rouge et très fort. Qu'en bas, au solstice d'hiver, là, il est plutôt pâleau et petit. Et qu'il est dans une phase intermédiaire à l'équinoxe de printemps et à l'équinoxe d'automne. Donc vous suivez, hein, équinoxe de printemps, solstice d'été, on repasse par l'équinoxe d'automne pour redescendre au solstice d'hiver, solstice d'été en passant par l'équinoxe de printemps, et ainsi de suite. Hein. Alors voilà le cycle du soleil, très simplifié. Alors le mot solstice d'abord, le mot solstice, ça vient du latin solstitium, de sol, soleil, et puis stare, s'arrêter. Alors au solstice, le soleil s'arrête. Il a mis ses freins depuis l'équinoxe d'automne ou l'équinoxe de printemps. Non, le soleil ne s'arrête pas, parce que si le soleil s'arrête un jour, on est très mal. Hein. Ça veut simplement dire que pendant 3 jours, et à partir du 21, les heures du lever et du coucher ne varient pas. Hein. Tout simplement. Hein. Mais il ne s'arrête pas. Non. Alors, et effectivement, le soleil va sembler stationnaire du 21 au 24 juin pour le solstice d'été et du 21 décembre au 24 décembre pour le solstice d'hiver. Hein. Alors, le solstice d'hiver, évidemment, c'est le moment de la nuit la plus longue, du jour le plus court, et c'est le moment où le soleil est au plus bas sur sa trajectoire. Et puis, effectivement, le solstice d'été, ça va être l'inverse. Hein. Ça va être le moment de la nuit la plus courte, du jour le plus long. Ça a été fait, ça, le jour le plus long. Ouais, donc, tu ne mettras pas ça comme titre. Hein. Alors, et moi, j'aimerais bien être de John Wayne, si jamais. Et là où le soleil, effectivement, est au plus haut sur sa trajectoire. D'accord ? Tu couperas si tu veux, mais bon. Mais ils ont l'habitude maintenant. Alors, il y a évidemment, il y a des moments dans l'année où le soleil est donc à mi-distance sur sa trajectoire, à une hauteur moyenne sur sa trajectoire. Eh bien, c'est les moments où les durées du jour et de la nuit sont égales. Hein, donc, les équinoxes. Alors, ça va, c'est pas la peine, Marilyn, de dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On s'amuse comme des fous. Salut Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Marilyn. Voilà. Donc c'est Marilyn qui arrive, hein, mais il fallait qu'on lui dise. passer inaperçu aussi. Oh non quand même. Non. Bon. Non, on est quand même chez toi alors. Alors on était aux équinoxes, donc du latin nox ou noctis, ça veut dire la nuit, puis ecus c'est égal. Hein, sous-entendu le jour égal à la nuit. Bon mais c'est pas les équinoxes qui nous intéressent, nous ce sont les solstices et plus particulièrement le solstice d'été. Alors, je vous le refais, hein, de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, qu'est-ce qui va se passer ? Le soleil ne va pas cesser de monter sur sa trajectoire, hein, de plus en plus haut, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous apporter au fur et à mesure plus de chaleur, plus de lumière. En fait, il va prendre de plus en plus de force. Hein, et évidemment, il sera, on l'a déjà dit, au maximum de sa trajectoire, donc au maximum de sa force. C'est pour ça que je l'ai fait tout rouge. Mais en fait, ce processus-là, il avait commencé déjà depuis le solstice d'hiver, bien évidemment. Et puis, après, c'est l'inverse. Du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, le soleil ne va pas cesser de redescendre sur sa trajectoire et il va nous apporter de moins en moins de lumière, de moins en moins de chaleur. Il va perdre de plus en plus de force. Et évidemment, il va continuer comme ça jusqu'au solstice d'hiver, où il sera au plus bas sur sa trajectoire, hein, et il sera au minimum de sa force. Mais c'est à ce moment-là, hein, à la limite, on pourrait dire, il va taper un coup au fond pour remonter. Hein. Alors, quelqu'un m'a écrit là. Il m'a dit que je l'intéressais parce que j'avais une approche druido-christique.
c'est pas parce que je parle de christianisme que je suis chrétien. Je suis pas un druide christique, je suis un druide païen. Et ne me demandez pas ce que c'est qu'un druide païen, parce que druide païen, c'est un pléonasme. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on parle de christianisme parce que, culturellement parlant, si on rejette le christianisme quand on est un druide, c'est finalement jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir ce que l'Église a fait, justement, de ces solstices. Hein. Et il se trouve que l'Église a associé la naissance de deux de ces personnages principaux au solstice. Hein. Elle a associé la naissance de Jésus au solstice d'hiver, et elle a associé la naissance de Jean-Baptiste, son cousin, au solstice d'été. Alors, il y a une fameuse phrase de l'évangile de Jean. Évidemment, c'est un druide qui vous parle de l'évangile de Jean, mais bon, on est curieux de tout. Voici ce que fait dire Saint Jean l'évangéliste à Saint Jean le Baptiste. « Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. » Donc ça correspond effectivement aux deux solstices, au solstice d'été, au solstice d'hiver. Hein. En fait, Jésus et Jean-Baptiste sont deux héros solaires, tout simplement. Et la partie de la phrase qui dit « il faut que lui », c'est-à-dire le Christ, grandisse, eh bien ça va correspondre au soleil qui se remet à croître, à grandir à partir du solstice d'hiver. Et la partie de la phrase qui dit « et que moi », c'est-à-dire moi, Jean-Baptiste, je décroisse, correspond au soleil qui se remet à décroître, à diminuer à partir du solstice d'été. Donc Jésus et Jean-Baptiste sont parents. Hein, relisez les évangiles, vous allez voir. Leur mère, Marie et Élisabeth, donc sont parentes. Et la Bible leur donne très précisément 6 mois de différence. Et Jean-Baptiste est l'aîné, c'est le plus vieux. Hein. Donc forcément, il va représenter le vieux soleil, celui qui est à maturité, donc qui va décroître, hein, et donc il va correspondre effectivement au solstice d'été. Tandis que Jésus, c'est le plus jeune, c'est le cadet des deux, hein, il va représenter le jeune soleil qui va renaître au moment du solstice d'hiver. Et donc si Jean-Baptiste est plus vieux de 6 mois, antérieur de 6 mois à Jésus, donc ça correspond bien à la partie de la phrase qui dit « Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui », bien sûr, 6 mois avant. Hein. Bon, faut pas me prendre pour un iconoclaste. Je pense que dans le christianisme, il y a eu des sages qui ont très bien compris que dans la tradition antique à laquelle ils ont repris, les traditions païennes, eh bien, les dieux et les déesses étaient finalement les allégories des métaphores de phénomènes naturels. Alors, maintenant, venons à ce qui nous occupe là. Revenons à Yvain et à ses exploits. Hein. Alors, c'est au tout début ça, d'Yvain et le chevalier au lion. On est à la Pentecôte, hein, on est à Carduel, après le repas. Et ma foi, tout le monde a bien mangé. Tous les chevaliers et les dames s'égayent comme ça dans le château, et puis parlent de choses et d'autres. Et puis le roi Arthur a une petite faiblesse. Le roi Arthur a peut-être une digestion difficile, je ne sais pas, mais il a une petite faiblesse. En tout cas, il manifeste le désir de dormir. Et ma foi, les chevaliers qui sont là trouvent bien que c'est un petit peu bizarre le jour de la Pentecôte de la part du roi Arthur de vouloir aller dormir. Bon, mais c'est pas grave, on l'accompagne dans sa chambre. Le roi Arthur s'allonge sur son lit. Il y a Guenièvre qui est là, qui s'installe auprès de lui, à son chevet. Et puis à la porte de la chambre, il y a 5 chevaliers. Il y a Kay, évidemment, qui est le demi-frère d'Arthur. Il y a Dodinel, le sauvage, Sagremort, le démesuré. Ça, j'ai pas pu j'aurais pu éviter d'en parler, mais je trouve que leurs noms sont tellement exceptionnels. Et puis, il y a... non, ils sont 6, en fait, parce qu'il y a Yvain, et puis il y a Gauvin et Calogrenant. Alors, Yvain, Gauvin et Calogrenant sont 3 cousins. Hein. Et évidemment, on va vouloir
distraire la reine pendant que le roi dort. Hein, et donc on va solliciter les chevaliers, on va leur dire mais il faut que quelqu'un raconte des histoires merveilleuses. Et là, ça va être plutôt Calogrenant qui va être sollicité. Mais Calogrenant, il se tient là à l'entrée de la chambre, à la porte, et ma foi, il est si bien sollicité qu'il va, nous dit le texte, entreprendre pour les siens un conte moins à son honneur qu'à sa honte. Hein, moins à son honneur qu'à sa honte. Alors, et en voici le résumé. 7 ans auparavant, Calogrenant était parti à l'aventure parce qu'il voulait augmenter le palmarès de ses exploits. Et puis il avait chevauché dans la forêt de Brocéliande. Puis à un moment, il était arrivé dans un essart où il avait trouvé 2 taureaux mais monstrueux qui étaient en train de s'affronter dans un fracas épouvantable. Donc là, il se tient un peu sur ses gardes parce que quand même, on a beau être un chevalier de la table ronde, c'est impressionnant. Et puis là, juste à côté de ces 2 taureaux, il y a une créature horrible. Alors est-ce que c'est un homme ? On ne sait pas. Calogrenant a du mal à l'identifier. Hein. Alors le conte nous dit un paysan qui ressemblait à un mort démesurément laid et hideux. Alors un mort, voilà, M-A-U-R-E. Donc ça veut tout simplement dire qu'il nous dit que sa peau est foncée. Hein. Il y a un autre texte comme ça, un texte gallois, qui a été écrit plus tard, qui vend le Chevalier au Lion, qui s'appelle le Owen ou le Conte de la Dame à la Fontaine, mais qui raconte exactement la même histoire qu'Yvain ou le Chevalier au Lion, à tel point qu'on a cru que le conte gallois avait été copié sur Yvain le Chevalier au Lion. Visiblement non, les deux auraient puisé à une même source. Alors là, c'est Quinon, au lieu de Calogrenant, qui rencontre cette créature, et là, c'est un homme noir, tout noir. Hein. Alors, voilà ce que nous dit le texte d'Yvain et le Chevalier au Lion à propos de cette créature. Il avait la tête aussi grosse qu'un roncin, c'est-à-dire un cheval, quoi, ou qu'une autre bête, les cheveux ébouriffés, un peu comme moi, le front pelé, un peu comme moi aussi aujourd'hui, large de presque 2 empans. L'empan, c'est ça. Hein, donc le truc, pas mal. Hein. Les oreilles velues, comme moi, et grandes comme celles d'un éléphant. Bon. Les sourcils énormes, la face plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme celle du loup, des dents de sanglier acérées et rousses, une barbe rousse, des moustaches entortillées, ouais. Le menton accolé à la poitrine, l'échine voûtée et bossue. Donc c'est... Alors évidemment, Calogrenant va se méfier de lui et se tenir sur ses gardes. Et Calogrenant va lui demander ce qu'il fait là. Et l'autre va lui répondre « Je garde les bêtes de ces bois ». Et Calogrenant, là, va lui faire une réponse très très importante pour nous. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à mettre son esprit en vigilance pour savoir quand est-ce que le rituel de l'aspersion va se faire. Et voilà ce que Calogrenant répond. « Par Saint-Pierre de Rome, depuis quand garde-t-on une bête sauvage dans une plaine, un bois ou ailleurs sans l'attacher ou la parquer ?» Alors, hein, par Saint-Pierre de Rome, depuis quand garde-t-on une bête sauvage dans une plaine, un bois ou ailleurs sans l'attacher ou la parquer? Alors l'autre va lui répondre que, bah si, il les garde sans avoir à les parquer, et il dit, voilà, quand je prends une de ces bestioles-là par les cornes et que je la maîtrise, toutes les autres bêtes de la forêt viennent me faire allégeance. Donc je suis vraiment le maître de la forêt. Et il va lui dire, cet être abominable, il va dire à Calogrenant, bah à ton tour, qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches? Et Calogrenant va lui répondre « Je suis un chevalier qui cherche l'introuvable, qui cherche l'aventure pour mettre à l'épreuve ma vaillance et mon courage. Je te prie, je te demande et je t'implore de me conseiller une aventure ou une merveille si tu en connais une. » Alors moi, à la place de l'affreux homme, si je devais jouer ça, moi je serais rudement content, parce que si tu veux de l'aventure, tu vas en avoir. Alors voilà ce que lui répond l'affreux homme. « Ah, si tu voulais aller tout près d'ici, jusqu'à une certaine fontaine, tu n'en reviendrais pas sans mal, crois-moi. Prends donc le sentier qui est par là, tout proche. Il t'y mènera à coup sûr. Alors là, tu verras la fontaine qui bout, et pourtant elle est plus froide que le marbre. Un bassin de fer y pend, lui-même suspendu à une chaîne si longue qu'elle descend jusque dans la fontaine. À côté de la fontaine, tu trouveras un perron. Si tu puises de l'eau avec dans le bassin, et si tu la répands sur le perron, tu verras se produire une tempête à faire fuir toutes les bêtes de la forêt. Tu verras aussi s'abattre la foudre et le vent, les arbres se briser, et la pluie, le tonnerre, les éclairs se déchaîner.
Si tu peux y échapper sans grands ennuis et sans peine, tu seras le plus chanceux des chevaliers à être allés là-bas. On est bien loin de la petite pluie du roman de roue, là. Et alors, ma foi, Calogrenant, il n'est pas dégonflé, hein, c'est un chevalier de la table ronde quand même. Il va y aller, il va prendre le sentier. Et effectivement, quelques heures plus tard, si je me souviens bien, ça doit être 3 ou 4 heures plus tard, il va découvrir la fontaine qui lui avait été indiquée par l'homme le mort, hein, l'homme noir, et elle bouillonnait comme de l'eau chaude, nous dit le texte. Alors, il prend de l'eau, il la renverse sur le perron, et effectivement, il y a une tempête apocalyptique qui se déclenche, et Calogrenant lui-même, dans le roman, va dire « La tempête fut si mauvaise et si forte que je crus mourir 100 fois de la foudre qui tombait autour de moi et des arbres qui se brisaient. » Alors la tempête va se calmer assez rapidement, et puis le calme et le beau temps va revenir. Hein, et tout à coup, Calogrenant entend le bruit d'une galopade. Alors je la fais normalement. C'est bien, hein. Voilà, alors bon. Il entend le bruit d'une galopade, mais enfin, là c'est vraiment une galopade de poney, ce que je vous ai fait, parce que il dira « J'entendis arriver un chevalier, à ce qu'il me semblait du moins. Je crus d'abord qu'ils étaient 10 tant l'unique chevalier qui venait faisait du bruit et de fracas. » Et bien évidemment, le chevalier qui arrive là, c'est le chevalier gardien de la fontaine. Et dans le texte divin ou le chevalier au lion, il s'appelle Esclados le roux. Et souvent on fait la confusion, on parle du chevalier noir. Le chevalier noir, qui est le gardien de la fontaine, c'est dans le roman gallois Owen ou le conte de la dame à la fontaine, je vous parlais tout à l'heure. Hein, là, il n'est pas dit dans le conte divin que le chevalier est noir. C'est Esclados le roux. Et s'il s'appelle le roux, c'est qu'il a quelque chose à voir avec la couleur rouge, justement, hein, cette fameuse couleur rouge du soleil qu'on a vu tout à l'heure. Alors, et voilà, Esclados le roux vient demander des comptes à Calogrenant et il lui dit « En déclenchant la tempête, vous avez infligé de graves dommages à mon château et à mes bois. Vous allez m'en rendre raison. » Et évidemment, le chevalier gardien de la fontaine fonce sur Calogrenant. Calogrenant, bien sûr, va essayer de lutter, mais l'autre va lui faire vider ses étriers. Calogrenant va se retrouver assis par terre. L'autre va prendre, il a de la chance, hein, Calogrenant, parce que l'autre va prendre son cheval et s'en aller. Et donc Calogrenant va se retrouver avec ses kilos de ferraille assis par terre, et il va dire lui-même, pour pouvoir marcher plus facilement, qu'est-ce que je fais ? J'ai abandonné toute mon armure, toutes mes armes, et je suis rentré à pied jusqu'à la cour. Mais je suis rentré en catimini, évidemment, parce que, effectivement, là, j'ai attendu 7 ans pour raconter ce conte, plus à ma honte qu'à mon honneur. Hein. Alors évidemment, juste à ce moment-là, pile à ce moment-là, voilà le roi Arthur qui se réveille. Mais il voit bien qu'il y a une certaine effervescence parmi les chevaliers qui sont là. Il y a surtout Yvain qui est très agacé parce que il veut absolument, il ne supporte pas l'affront qu'on a fait subir à Calogrenant. Alors il se dit, mais moi je veux aller venger mon cousin. Donc beaucoup d'effervescence, le roi Arthur se demande ce qui se passe. La reine Guenièvre, là, lui raconte point par point la mésaventure de Calogrenant. Et là encore une fois, faut être... Je suis sympa, je vous dis à quel endroit c'est important. Là, le roi Arthur va dire, il va jurer à 3 reprises, donc le roi Arthur, dit le texte, jura à 3 reprises qu'il irait voir la fontaine et la tempête merveilleuse avant la fin de cette quinzaine. D'accord ? Il y arrivera la veille de Monseigneur Jean-Baptiste, tous ceux qu'il souhaite peuvent venir avec lui. Donc il jure par 3 fois de partir avant la fin de cette quinzaine, et il dit, on arrivera sur les lieux à la veille donc de la fête de Monseigneur Saint Jean-Baptiste. Hein. Alors, bien sûr, normalement, tous les chevaliers doivent obéir au roi Arthur, attendre que lui-même parte avec toute la cour, mais là, Yvain, ça fait pas son affaire. Alors, il veut venger son cousin, mais il y a un truc qui l'inquiète, c'est que s'il part avec tout le monde avant la fête de cette quinzaine, comme dit le roi Arthur, il est sûr que c'est Kay qui aura la primauté de la première joute. Ben, c'est normal, parce que Kay, c'est le demi-frère d'Arthur, et j'en parle dans le bouquin, c'est le pôle, Arthur c'est le pôle lumineux de la royauté, et Kay c'est le pôle sombre. Et on va le voir d'ailleurs, lorsque le roi Arthur va arriver avec toute sa cour sur la fontaine de Barenton, c'est le roi Arthur qui va puiser de l'eau, et c'est
qui va répandre l'eau et qui va faire la première joute. Hein. Donc, le texte nous dit, à propos d'Yvain, ce qui l'inquiétait, c'était le privilège du premier combat que obtiendrait sûrement avant lui. Et Yvain se dit, qu'importe ceux qui veulent rester, moi, je me rendrai à Brocéliande dans 3 jours au plus, important là, et je chercherai les 3 sentiers tout buissonneux qui mènent à la fontaine. Voilà. Et effectivement, Yvain va partir en catimini le jour même, il va rencontrer l'affreux homme, qui va lui indiquer le chemin de la fontaine, il va trouver la fontaine, il va provoquer la tempête en versant de l'eau sur le perron. Esclados le roux va arriver, va lui demander des comptes. Ah oui, mais là, non, pas encore. Ça changerait. Ah oui, pardon. Tu veux une image alors? Oui, je veux une image. Allez, tiens, on va mettre une image. Ah, bah, je sais pas pourquoi, mais je suis... Voilà. Oui, alors cette image-là, elle est dans l'église du Graal. C'est un des tableaux qui ornent le chœur de l'église du Graal. Alors, effectivement, vous reconnaissez là que le tableau est divisé en 4. Hein, on peut y retrouver les éléments, effectivement. Ben là, c'est l'histoire à droite, là. On a Viviane qui enserre Merlin dans une prison d'air, donc c'est l'élément air. On va retrouver ici l'histoire du chevalier Pontus et de Sidoine. Hein, chevalier Pontus qui va faire mordre la poussière à un chevalier tous les mardis, donc la terre. Et puis ici, Éon de l'étoile avec le feu de la comète de Halley, donc l'élément feu. Puis ici, l'élément eau avec Yvain. Hein. Mais là, il y a un mélange effectivement entre les deux histoires, entre Yvain, ou le chevalier au lion chrétien de Troyes, et le conte gallois qu'on doit à un anonyme Owen, ou le conte de la Dame à la Fontaine, parce que ici, le chevalier, bon, on voit bien Yvain là, un blondinet, pas mal, hein, et puis le chevalier noir qui est là derrière. Et puis là, au fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas, enfin, on pourrait dire c'est une fée. Ben oui, c'est l'Odine, c'est la dame, c'est l'épouse du chevalier gardien de la fontaine Esclados le roux. Parce que, en fait, il va blesser Esclados le roux dans la joute, mais Esclados le roux va s'enfuir, Yvain va le poursuivre jusqu'à son château, Esclados va rentrer dans le château, mais au moment où Yvain va pénétrer dans le château, il y a une double herse qui va s'abattre sur lui, qui va couper son cheval en deux au ras des éperons, et il va être tenu prisonnier comme ça. Et il se dit, bon, ben, c'en est fini de moi, parce que quand les gens du chevalier gardien de la fontaine vont s'être occupés de lui, ils vont venir me chercher pour me faire subir 1000 tourments et certainement me mettre à mort. Mais c'est sans compter, sans une jeune fille qui va aperçoit dans une claire-voie comme ça, et cette jeune fille, Yvain lui a rendu un service quelque temps avant, et donc elle se sent redevable à Yvain, et elle va aller le voir, et elle va lui faire don d'un anneau d'invisibilité qui va bien arranger les choses quand les gens du chevalier gardien de la fontaine vont se mettre à sa recherche. Elle va le faire rentrer dans ses appartements, elle va le baigner, le changer, il va avoir droit à des belles tranches de pain, à un chapon rôti, à un bon pichet de Mercuret 2009. Et finalement, je vais peut-être y aller plus souvent à la fontaine, mettre de l'eau sur le perron. Et donc, elle va le protéger. Et effectivement, Yvain va écouter de l'autre côté de la fenêtre des pleurs horribles. Ce sont les pleurs de l'épouse du chevalier gardien de la fontaine, l'Odine. Et l'Odine, effectivement, c'est la petite dame qu'on voit au fond, là, et elle est représentée sous la forme d'une fée. C'est normal, parce que si c'est la dame de la fontaine, c'est la dame de l'eau. Les fées, Robert Wast nous l'avait bien dit, sont liées à l'eau, et en fait, effectivement, l'Odine est une femme de l'autre monde, c'est une fée. Hein. En fait, c'est ce que je développe un peu dans mon bouquin, là, un peu beaucoup même, c'est l'Odine, c'est un avatar de la grande déesse. Et alors la jeune fille qui va aider Yvain,
Elle est la dame de compagnie de Lodine, l'épouse du chevalier gardien de la fontaine. Et elle s'appelle Lunette. Elle s'appelle Lunette. On verra un peu mieux pourquoi tout à l'heure. C'est pas parce qu'elle porte des lunettes, c'est sûr qu'elle a une bonne vision de l'avenir, parce que elle va intriguer auprès de Lodine, sa dame, pour lui faire épouser Yvain. Parce qu'effectivement, Lodine ne peut pas laisser sa fontaine sans un chevalier pour la garder. Donc Lunette va lui dire, il faut absolument que vous trouviez un remplaçant à votre époux, il faut vous remarier. Ah oui, mais tous mes barons ne valent rien, tous mes chevaliers ne valent rien, va dire Lodine. Et alors Lunette va dire, mais il faudrait trouver quand même un chevalier qui soit plus fort que votre défunt époux. Ah oui, ben oui, d'accord, bien sûr, il faudrait qu'il soit plus fort. Ben oui, de toute façon, c'est pas bien difficile à trouver. Hein. Celui qui est plus fort, c'est celui qui l'a tué. Bon, alors elle va amener ça mieux que ça. Hein. Elle va amener ça plus discrètement, mais ça revient au même. Et ce qui fait que Lodine va finir par épouser Yvain. Et Yvain va devenir le nouveau gardien de la fontaine. Et au bout de la quinzaine, Arthur et tous les siens vont arriver sur le site de la fontaine, vont provoquer la pluie, et le chevalier qui va arriver, mais ils ne vont pas le reconnaître, évidemment, puisqu'ils ne connaissent pas les nouvelles armes qu'il a pu prendre. Hein. Yvain, effectivement, va pouvoir jouter avec qu'eux, qu'il va mettre par terre, bien évidemment, mais la plaisanterie ne va pas durer longtemps, tout le monde va se reconnaître, hein. Le roi Arthur va être ravi de retrouver Yvain, Yvain va être ravi d'inviter Arthur et toute sa cour dans sa nouvelle demeure, il va y avoir un festin qui va durer pendant une semaine, et va durer 3 mois dans le conte gallois, hein. Mais on avait mis 3 ans à le préparer. Donc c'est normal qu'il dure 3 mois dans le conte gallois. Mais enfin, chez Yvain, ça va durer pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, quand même, le roi Arthur et les chevaliers vont dire à Yvain, tu sais, on s'ennuie de toi. Hein. On aimerait bien quand même que tu reviennes avec nous un petit peu, mais pour jouter, pour tournoyer, pour guerroyer, il faudrait que tu demandes une permission à Dame Lodine. Alors bon, Yvain va aller voir Dame Lodine, va lui demander une permission, et Lodine va lui dire, bon écoute, oui d'accord, je te donne une permission d'1 an et 1 jour. Et dans 1 an et 1 jour, il faut que tu sois revenu là. Mais au bout d'1 an et 1 jour, Yvain va avoir oublié la promesse faite à sa dame, et il va la tomber dans une espèce de folie, dans une longue errance. Bon, mais il aura des tas d'aventures après, mais je vous rassure, au bout du roman, il va retrouver Lodine. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils auront beaucoup d'enfants. Cette histoire de rite d'aspersion de la fontaine de Barenton, d'abord par Calogrenant, puis 7 ans après par Yvain. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Et est-ce que ça peut encore nous intéresser aujourd'hui? Alors, il faut se poser quand même une question. Calogrenant a été vaincu par Esclados le Roux. Et Yvain, lui, par contre, a été vainqueur d'Esclados le Roux. Dans le contexte que j'ai amené, celui du solstice d'été, c'est là qu'il faut chercher la solution de l'échec de Calogrenant et de la victoire d'Yvain. Alors, toi tu réponds pas. Non. Parce que tu connais la réponse. Oui, on en a parlé l'autre fois. Oui, puis en plus, si tu la connaissais pas, la réponse... je vous pose la question. Aux 3, aux 30 qui sont là, aux 300 qui sont là, et qui n'ont pas lu Yvain. Les 10 réponses. Voilà. ou alors qui ont eu une lecture distraite d'Yvain et le Chevalier au Lion. Alors la question, top. À quelle date Calogrenant joue-t-il avec le Chevalier gardien de la fontaine? Alors, je ne le fais pas à la Julien Lepers, pas plus qu'à son remplaçant d'ailleurs. Alors, à quelle date Calogrenant est effectivement à la Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que c'est le même jour. Et c'est quelle date? Le 29. Ah, on n'en était pas loin. Donc effectivement, parce que quand, vous l'avez bien vu,
quand Calogrenant rencontre le grand homme noir, et puis qu'il lui dit mais non, attends, par Saint-Pierre, c'est pas possible, tu peux pas garder les bêtes sans les parquer ou sans les attacher. Donc, il va jurer par le saint du jour. Donc, on est le 29 juin. Donc, comme il va retrouver la fontaine 3 ou 4 heures après, ou 3 heures après, effectivement, le rite d'aspersion, il va le faire le 29 juin. Voilà. Très bien. C'est très bonne réponse, là. Bon, mais maintenant, on est donc 8 jours, on est donc, parce que là, c'est des calculs faciles, hein. Le 29 moins 8 égale 21. Donc, c'est facile, hein, comme... on est 8 jours après le solstice d'été. On est d'accord. Et à quelle date Yvain va jouter avec le chevalier gardien de la fontaine à son tour, lui? Quand est-ce qu'il va jouter? Là, on ne peut pas avoir la date vraiment précise. Hein. 22. Ah non, là vous êtes moins bon, cher ami. Est-ce que... Non, vas-y. Ben, en fait, le jour où Calogrenant raconte son histoire, le roi Arthur jure à 3 reprises qu'il va aller voir la fontaine et la tempête merveilleuse avant la fin de cette quinzaine et qu'il y arrivera la veille de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste. Or, la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24. Il dit qu'il va arriver la veille, il va arriver le 23. Mais donc, d'ici la fin de cette quinzaine, ah oui, mais on est où dans la quinzaine? On est juste au début? Ou on est à la moitié? Bon, on va faire au cas le plus défavorable. Il est ou le cas le plus favorable, je sais pas. Le cas le plus extrême. En imaginant qu'on est juste au début de la quinzaine. 23 moins 15. 8. 8. Ouais, c'est ça. 8. Ouais. 8 et 5, 13. Donc, le jour, finalement, où Calogrenant raconte son histoire, on est le 8 juin. Et Yvain décide de partir immédiatement. Bon, moi je pense qu'il part plutôt le lendemain matin. Mais, parce que... Ah non, attendez. Ça t'arrange. Non, mais attends. Non. C'est pas ça. Mais on va faire tous les cas. Mais non, mais... C'était le repas à Carduel. Oui, quand même, faut s'en remettre. De la Pentecôte. Le repas de midi. Le repas de midi, sans doute. Et... Faut être à jeun. Attends, non, mais ce qu'il y a, c'est... On ne faisait jamais un repas à la Pentecôte tant qu'il n'y avait pas un événement merveilleux qui s'était passé. On ne se mettait pas à table tant qu'il n'y avait pas un événement merveilleux qui s'était passé. Donc, on attendait, quoi. Hein. Bon, alors imaginons qu'on soit mis à table vers midi. Un repas de fête, quand même. Ça dure quelques heures. Imaginons que c'est duré 3 ou 4 heures. Hein. Allez, 3 heures. Bon, allez, 2 heures. Bon, allez, il est 14, 15 heures. Parlez français. 16, oui, je pense pas, parce que moi j'ai connu des repas ici en forêt de Pimpon, tu commençais à 11h, le soir à 19h, tu n'avais pas fini. Hein. Voilà, Bon. c'est un roi, là. C'est ça, Et en plus, c'est un roi. ah oui, donc, allez, bon, le roi Arthur a envie de faire une petite sieste. On peut imaginer qu'on est vers 16h. Moi je me vois mal, en tant qu'Yvain, ou Calogrenant, je me vois mal en tant qu'Yvain, pardon, avoir fait ripaille, comme on a dû faire ripaille à ce repas-là, me mettre en selle tout de suite. Je vais partir le lendemain matin. Bon, mais je vois que tu chipotes, on va le faire partir le 8 juin. Et, bon, 8 ou 9. Et Yvain se dit, non, vous vous souvenez, moi je vais y aller tout seul, je veux partir avant. Et il se dit à ce moment-là, quand le roi Arthur a dit qu'il jurerait qu'il irait d'ici la fin de la quinzaine, qu'importe ceux qui veulent rester, se dit Yvain, moi je me rendrai à Brocéliande dans 3 jours tout au plus, et je chercherai, si je peux, les 3 sentiers tout buissonneux qui mènent à la fontaine. Donc, il nous dit qu'il va mettre 3 jours à être à la fontaine. S'il part le 8, il y est le 11. Hein? Bon, s'il y est le 9, il y est le 12. Bon, s'il part le 9, on y est le 12. On va dire autour du 11 juin. Hein. Donc, il est forcément 10 jours avant le solstice d'été. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Calogrenant, je savais bien que je voulais en reparler de cette histoire-là. Calogrenant, lui, quand il va jouter environ par là. C'est-à-dire au moment où le soleil est déjà commence à perdre de sa force.
Et Yvain, lui, il va ajouter à peu près par là. Donc au moment où le soleil est en phase finale de sa progression, et où il va être dans sa force maximum. En fait, ce que nous montre la petite histoire, c'est que Calogrenant et Yvain sont deux chevaliers solaires. C'est-à-dire que leurs forces sont proportionnelles aux forces en présence du soleil. C'est normal que Calogrenant soit battu, parce que le soleil perd de sa force, donc il va vers de plus en plus de faiblesse. Donc Calogrenant va faire pareil. Et Yvain, lui, attaque Esclados au moment où le soleil est pratiquement, presque, à la fin de sa montée, donc dans sa force maximum. C'est normal qu'il batte le chevalier gardien de la fontaine. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, deux chevaliers solaires, mais il faut savoir que le thème des chevaliers solaires dans les romans du Graal est très fréquent. On le retrouve souvent à propos d'un chevalier, pas Yvain ni Calogrenant, mais d'un chevalier qui s'appelle Gauvin. Donc le fameux Gauvin qui était dans la bande, qui était à la porte de la chambre, là, quand Calogrenant racontait son histoire. Dans un roman du Moyen-Âge, dans les premiers faits du roi Arthur, on lit à propos de Gauvin, quand il se levait au matin, il avait la force du meilleur chevalier du monde. Mais à l'heure de prime, cette force doublait, et aussi à tierce. À midi, il retrouvait celle qu'il avait eue le matin, et à l'heure de nonne, elle diminuait de moitié, et ainsi de suite pendant toute la nuit. Mais au matin suivant, il avait à nouveau sa force normale. Il suit le cycle du soleil. Dans le roman du roi Arthur et de Chevalier de la Table Ronde de Thomas Malory, encore à propos de Gauvin, la force de Messire Gauvin, cependant, ne faisait que croître. Le combat commença à 9h. À midi, sa vigueur avait triplé. Et puis, lorsque ce fut l'après-midi, et plus encore quand il approcha l'heure des vêpres, les forces de Messire Gauvin décrurent. Il devint si faible qu'il eut peine à combattre davantage. C'est à ce moment-là qu'il fallait l'attaquer. Bon. Dans les premiers faits du roi Arthur, Gauvin les attaquait si rudement parce que None était déjà passé et que donc sa force avait triplé. Bon, je pourrais vous donner plein d'autres exemples comme ça, mais c'est toujours à propos de Gauvin. Dans un roman qui s'appelle Lancelot ou la Marche de Gaulle, on a un autre chevalier qui est solaire comme ça. C'est un chevalier qui s'appelle Hector. Et voilà ce qu'on dit de lui. Il faisait chaud et son bras commençait à faiblir. Il ne frappait plus aussi énergiquement qu'auparavant. Il se comporta de la sorte jusqu'à ce que midi soit passé. Alors Hector, qui avait repris haleine, récupéra des forces nouvelles et éprouva une grande honte d'avoir si longtemps enduré les coups sans accomplir une prouesse. Alors, là je vois bien que les dames sont toutes contrites ou contrites, je ne sais pas comment on dit, toutes tristes de voir qu'encore une fois, ces fichus romans du Graal font la part belle aux hommes et les femmes là-dedans. Alors, si les chevaliers sont solaires, ce serait normal qu'on retrouve aussi quelque chose pour les dames. Alors, toujours dans le roman Yvain ou le chevalier au lion, voilà ce qui est dit. Alors, je vous ai dit que lorsque toute la cour du roi Arthur se rend à la fontaine à la vigile donc de Saint Jean-Baptiste, Yvain va affronter Kay, etc. Et que tout le monde va se reconnaître et qu'il va y avoir un grand festin chez Dame Laudine qui va durer une semaine. Alors vous pensez bien que chez Dame Laudine, il y a plein de belles dames aussi et que les chevaliers qui entourent le roi Arthur vont effectivement être très attirés par certaines dames. Et Gauvin, lui-même, va être attiré par une des dames de la cour de Laudine et pas la moindre. Il va être attiré par la fameuse Lunette. On va dire que Lunette lui a tapé dans l'œil. Et je l'ai faite là tout de suite. Tu vois, Et alors, voilà ce qui est dit dans Yvain le chevalier au lion à ce moment-là. Je trouve que ce passage est absolument superbe. Et je terminerai là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je veux simplement... Alors, donc ça c'est Chrétien de Troyes qui écrit dans Yvain et chevalier au lion. Je veux simplement rappeler brièvement l'entrevue qui eut lieu en privé entre la lune et le soleil. C'est magnifique ça. Savez-vous de qui je veux parler ?
le seigneur des chevaliers, distingué entre tous, mérite bien d'être appelé Soleil. C'est monseigneur Gauvin que j'appelle ainsi. Il illumine la chevalerie, tout comme le soleil qui dispense ses rayons le matin et diffuse la clarté partout où il se répand. Là, c'est très clairement associé au soleil. J'appelle l'une, la seule personne au monde à la fidélité et au dévouement exemplaire. Je n'évoque pas ici son grand renom, mais le fait qu'elle s'appelle Lunette. Hein. Et en fait, c'est facile à comprendre pourquoi il l'a appelée Lunette. Odette. C'est moche comme prénom Odette. Pardon à toutes les Odettes du monde. Mais c'est petite Ode. Hein. Je sais pas moi, Bernadette, c'est la petite Bernard. Eh bien, Lunette, c'est la petite lune. Hein. Donc là, tout d'un coup, effectivement, on voit très clairement apparaître à la fois d'une façon... Enfin, c'est magnifique la façon dont c'est dit. On voit apparaître la lune et le soleil. Alors on pourrait se demander effectivement pourquoi il y a cette assimilation, cette association des chevaliers, que ce soit Yvain, Calogrenant ou Gauvin là, avec Lunette. Pourquoi l'association, l'assimilation à ce qui nous entoure, à des planètes, à des astres. Eh bien, tout simplement parce que les romans du Graal sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques. Et que à mon sens, que tous les grands personnages, soit Arthur, Merlin, Guenièvre, Viviane, Lancelot et tous les autres, sont la christianisation de dieux celtes. Hein. Et en fait, les dieux celtes sont la personnification de phénomènes naturels. Hein. Donc c'est aussi un aspect que je traite dans le bouquin. Effectivement, si on trouve ces références à la lune et au soleil, c'est parce que, très simplement, Lunette et Gauvin sont les christianisations de dieux celtes, de dieux et de déesses celtes. Alors je vais arrêter là-dessus, mais je voulais surtout vous dire que fort de tous les renseignements que je vous ai donnés, ne montez pas à Barenton maintenant, parce que vous comprenez bien aujourd'hui, 22 juillet, si vous pratiquez le rituel d'aspersion du perron de Barenton, le chevalier gardien de la fontaine va sortir, et vu que le soleil est en déclin depuis 1 mois, vous allez avoir le dessous. Voilà. Eh bien, je vous remercie, brillante foule, d'avoir été aussi attentifs. Oh, bon, ça va suffire. Voilà. Mais c'est un des aspects. Hein. Bon, j'ai sorti cet aspect-là parce que moi, je trouve ça passionnant, mais il y a plein d'autres aspects. Après, en fait, ce que font Yvain et Calogrenant sont certainement les bribes d'un rite d'initiation guerrière et royale. Je reviens à ce que je disais au départ. Au début, quand on est à Carduel, le roi Arthur va dormir. Si le roi Arthur dort, ça veut dire que la royauté est en sommeil. Et si la royauté est en sommeil, ça veut dire que le trône royal est vacant. Et si le trône royal est vacant, il faut qu'il y ait un guerrier qui se lève pour pouvoir montrer qu'il est apte à pouvoir monter sur le trône. Et dans la tradition celtique antique, le roi est toujours issu de la classe guerrière et il est l'époux de la grande déesse. Et donc, dans la saison sombre, les fruits de la saison estivale sont censés être cachés, même retenus prisonniers dans l'autre monde, avec celle qui les prodigue et qui est la grande déesse. Donc il faut que le candidat roi, qui est guerrier, aille dans l'autre monde, qu'il arrive à vaincre les forces hostiles de l'autre monde, ce qu'est Esclados le Roux ou le Chevalier Noir dans le conte gallois, qu'il arrive à vaincre les forces hostiles de l'autre monde et qu'il ramène la grande déesse et les fruits de la saison, de la belle saison, dans ce monde-là. Et
Calogrenant va échouer, effectivement, et il va revenir tout penaud à la cour, il va rester dans son statut de guerrier, et Yvain va réussir, il va faire le passage de l'eau, il va aller dans l'autre monde. En fait, l'homme noir qu'on voyait tout à l'heure, c'est la personnification de Cernunnos, qui est le gardien des mondes souterrains, c'est pour ça qu'il est tout noir. Et c'est le gardien du seuil vers l'autre monde, et le passage vers l'autre monde, effectivement, est symbolisé par le rituel de l'eau. Là, Yvain arrive à faire ce rituel de l'eau, à vaincre les forces hostiles qui surgissent de l'autre monde, soit Esclados le Rouge, soit le Chevalier Noir, et il va épouser la grande déesse. Donc, c'est... Je veux dire que quand on va... Moi je vois monter à la fontaine de Barenton des dizaines de gens, bon, soit qui arrivent... hier soir, en venant de mon jardin, j'ai vu un couple dans la rue, et ils me disent... Savez-vous où la fontaine de Barenton? Je dis oui, le parking, vous êtes à 100 mètres, et puis il y a 4 km. Ouh là là, ouais, c'est loin. Bon, on ira demain. Ah oui. Ils logeaient dans une chambre d'hôte dans la rue. Et ce matin, je reviens de mon jardin encore, je le vois revenir. Alors je dis, et je vois la dame et le monsieur rouspéter. Alors je sais pas, mais j'imagine. Hein. Moi, je suis très parano aussi, hein, mais et je le vois arriver et la dame charmante lui tape sur l'épaule en disant arrête, tu râles tout le temps. J'imagine que le monsieur disait, ce con-là hier soir, il aurait pu nous dire que ça valait pas le coup d'y aller. Parce que combien de fois, moi j'ai vu des gens arriver sans être avertis, finalement des mystères qui sont là, se dire, j'ai vu une dame un jour, une grosse dame, au mois d'août, il faisait très chaud comme là ces jours-ci, et elle arrive toute suintante, toute suante au-dessus de la fontaine de Barenton, on dit, quoi? Avoir fait tous ces kilomètres, alors elle devait venir de Marseille ou je sais pas où, et puis ensuite tous les kilomètres, les 4 kilomètres quoi, enfin 2 kilomètres aller, et faire tous ces kilomètres pour voir ce bachat. Et oui, quand on voit la fontaine de Barenton, il y a des fontaines qui sont beaucoup plus belles que celle-là. Oui, mais les autres fontaines qui peuvent être beaucoup plus belles que celle-là ne sous-tendent pas et ne véhiculent pas tout ce que raconte Yvain le Chevalier au Lion ou le roman de Roux, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ce bouquin « Brocéliande au-delà des apparences », parce que je pense que réellement, la fontaine de Barenton, c'est autre chose qu'un espèce de petit magicien de banlieue qui vient renverser de l'eau sur le perron pour essayer de faire pleuvoir. Vous comprenez, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Voilà, donc j'ai espéré que je l'aurais emmené au-delà des espérances et des apparences. C'est lui qui déteint sur moi. Voilà, puis il y aurait plein d'autres choses à dire encore. C'est étonnant parce que bon, on y était et c'est vrai que quand on y est arrivé, il y avait plein de monde autour et puis ils essayaient justement. Voilà. Et ça parlait fort, ouais, donc j'étais un peu choquée. C'est vrai que cette attitude des gens, c'est comme presser un citron ou je sais pas. Voilà. Donc on est parti. Voilà, on est parti et on est tombé sur un chemin qui était fermé, on se dit bon on fait demi-tour et là il n'y avait plus personne. Voilà. Ah oui, est-ce qu'ils ne sont pas courageux? Et là il n'y avait plus personne. Et là, effectivement, quand tu as le calme de la forêt, et le bruit du ruisseau. Le bruit du ruisseau, et puis la force de quelques jolis arbres, parce que le reste c'est vraiment hideux. Et oui, c'est pas beau, hein? Non, c'est vraiment... C'est pas vilain, mais c'est hideux, j'irai pas jusque-là quand même. Un endroit comme ça. Alors, ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Effectivement. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que dans le conte d'Yvain, ou le conte de la Dame à la Fontaine, l'arbre qui est au-dessus, parce que je ne vous ai pas parlé de ça, parce que c'est vraiment... C'est vraiment... c'est cousu main, ces histoires-là. C'est fabuleux. Il y a un arbre qui est au-dessus de la fontaine. Et il y a un arbre qui est vert, plus vert que tous les arbres. Et au moment où on fait le rite de l'aspersion, après la tempête, il n'y a plus une seule feuille sur l'arbre. Mais par contre, il est recouvert d'oiseaux. Et là, c'est très significatif parce que ça nous montre qu'on est passé de l'été à l'hiver, puisque l'arbre a perdu toutes ses feuilles. Donc, on voit bien qu'on est passé, donc, dans la logique celtique qui sous-tend tout ça, on a une saison sombre
une saison claire. Hein. Donc, la saison sombre, saison hivernale, la saison claire, saison estivale. Donc, on est passé de la saison claire à la saison sombre. Ça nous fait bien voir qu'on est passé, le chevalier est allé, souvenez-vous, hein, je vous ai dit, il faut qu'il aille dans l'autre monde pour aller chercher les fruits de la saison estivale, la grande déesse qui les prodigue. Et alors, on nous dit à ce moment-là que l'arbre est un pin. C'est un pin. Dans le roman de que ce soit le roman gallois ou le roman de Chrétien III. C'est un pin plus vert que, je ne me rappelle plus, c'est plus vert que tous les pins ou que tous les sapins, je ne me souviens plus. Mais c'est vrai que c'est commun. Ce lieu est commun. Mais si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut qu'être déçu. On ne peut qu'être déçu. Non, mais il faut juste le mettre dans un certain contexte. Ah, mais... Après, par contre, oui. Ah, mais bien sûr. C'est très fort. Oui. Il vaut mieux y aller le matin très tôt ou le soir très tard. Ouais. Quoique, je ne raconterai pas les rencontres qu'on peut y faire à certaines heures, parce que bon, ça attire. Ça dérangerait la morale, il perdrait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est vraiment un vrai sanctuaire. Mais bon, il faut effectivement... c'est dommage de ne pas en connaître... ça, pour moi, c'est la véritable histoire. Mais il faut avoir les clés pour le décoder. Hein. Et alors, c'est marrant, parce que tout à l'heure, j'écoutais La Porte étant dedans. Eh ben oui, parce que l'histoire du Perron, ce qui est marrant, c'est que le 29 juin, Saint-Pierre est réputé pour avoir quoi ? Les clés. Voilà. Et donc, en fait, le fait de renverser de l'eau sur le perron, donc sur la pierre, ça permet d'ouvrir la porte vers l'autre monde. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a les clés. Donc, dans le tome 2, ça sera ça. Une autre question. Si tu penses qu'il n'y avait pas des grandes forêts avant, qu'est-ce qu'il y avait à la place? On n'avait pas les moissons batteuses comme aujourd'hui pour travailler. Et que si tu laisses la terre vacante, il y a la forêt qui pousse. Sauf qu'elle n'était pas vacante. Des archéologues comme... alors je citais... c'est Maurice Gauthier, l'archéologue volant. Je crois qu'il est décédé, ce monsieur. Ou Jacques Briard. Alors ça, ce sont les archéologues qui ont fouillé la région. Quand on prend des archéologues Buchenschutz, Olivier Buchenschutz ou Jean-Louis Bruno, ces gens-là vous disent que dès l'âge du fer, donc l'âge du fer, c'est le dernier millénaire avant notre ère, ce qu'on appelle la Gaule, improprement, si vous revenez demain, vous auriez beaucoup de courage de revenir, ce qu'on appelle la Gaule aujourd'hui, qu'on pense correspondre à l'Hexagone, ça ne correspond pas du tout à ça, ça correspond vraiment à autre chose. Ces archéologues nous disent, dès l'âge du fer, tout cet ensemble-là est extrêmement organisé. Il y a des cultures, il y a des pâturages, il y a des forêts extrêmement bien gérées. Et alors, la moissonneuse-batteuse, elle n'est pas batteuse, mais on a un bas-relief gallo-romain qui nous montre... alors je crois que c'est à Arlon, en Belgique, ce bas-relief se trouve... Non, n'aie pas peur, je sais, ils mangeaient du chien, les Gaulois, mais bon, n'aie pas peur. On se contentera ce soir, je ne sais pas, d'une saucisse, d'un poulet, ou d'une entrecôte, bon, n'ayez aucune crainte. Et donc, on trouve ce bas-relief dans ce musée en Belgique, et on appelle ça la moissonneuse des Trévires. Les Trévires étaient un peuple belge. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'Aubrac, je crois, pour ramasser... C'est quoi les fleurs qu'ils ramassent? Les narcisses, je crois. Les narcisses, ouais. On utilise une petite machine qui est exactement la reproduction de la moissonneuse des Trévires. Donc, il y avait... c'était extrêmement bien contrôlé. Non, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des idées reçues, mais c'est normal parce que ça, nous, on a besoin, pour alimenter notre imaginaire, on a besoin de l'histoire de l'immense forêt qui couvre tout. On ne peut pas faire autrement. Mais moi, ça me nourrit ça. Bien que je sache que c'est faux, ça me nourrit quand même. J'aime à imaginer. Si vous voulez aller
vous avez, c'est vrai que nous, on a beaucoup souffert du remembrement, mais il y a un endroit, moi, que j'adore, c'est la vallée de la Roue. C'est à côté d'Autun, entre le Signal du Champ et le Mont Beuvray. Si vous regardez la vallée de la Roue, où vous êtes à 660 mètres au-dessus de cette vallée, vous retrouvez un paysage qui peut, à mon avis, ressembler à ce qu'on connaissait pendant la période de l'âge du fer. Dire des C'était très bocagé. paysages de bocage. Voilà. Bocagé, et des arbres, oui, Exactement. et des petits champs. Oui. Non, parce qu'après, je sais qu'on avait besoin de chaînes et tout ça pour faire les bateaux, l'armada. On avait aussi besoin de brûler les forêts pour toute la ferraille qu'on avait utilisée pour faire Mais la la forêt a reculé vers le 16e, 17e siècle. Ah, mais de toute façon, mais les archéologues... La forêt a reculé. Non, Il mais... y avait quand même. Oui. Si tu regardes même des poutres, Oui. des maisons, des châteaux, des Mais bien trucs, sûr. il y avait quand même. Mais bien sûr. Mais Les archéologues nous disent, les forêts à la période au néolithique, à la période, enfin, plus à la période de l'âge du fer, sont moins importantes que celles qu'on a aujourd'hui. Mais moins belles. Oh, je sais pas, j'y étais pas, mais bon... Mais imagine. Mais là, tu parlais de la Invincible Armada, j'aurais bien aimé que les Vénètes aient eu l'Invincible Armada pour foutre la pilée à la marine romaine en 50, je sais plus combien avant notre ère. Mais je pense aussi, effectivement, quand on voit par exemple la forêt de Tronchet, Elisabeth en parlerait mieux que moi, mais Colbert, le ministre de Louis XIV, gérait très bien ces forêts et il avait prévu de replanter pour la marine de l'an 2000. Bon. Du début du XXe siècle. Du début du XXe siècle. Bon. Ouais. Mais il faut vraiment rompre avec cette idée de l'immense forêt qui couvrait tout. Non, non, c'est extrêmement géré. Vraiment, faut lire surtout Olivier Buchenschutz pour ça. Il est très pointu là-dessus. La gestion de l'espace dans la période gauloise est exemplaire. J'en parlerai demain, par exemple. On a retrouvé, je crois que c'est dans la Marne, une ferme gauloise. On a retrouvé des silos qui pouvaient, je ne me rappelle plus le tonnage, mais c'est plusieurs milliers de litres, et ça pouvait permettre à une population de 50 personnes de se nourrir pendant 17 ans. Mais c'est normal, la forêt pour nous doit être profonde. Parce que sinon, regardez les contes, La Belle au bois dormant. C'est le prince charmant, pour pouvoir atteindre la chambre où dort la Belle au bois dormant, doit traverser un bois inextricable avec des ronces, des épines, des trucs. Et ce sont des métaphores, ce sont des images, et en fait, mais on a besoin de ça, sinon notre réalisation spirituelle d'occidentale ne marche pas. Eh oui. Mais tu peux continuer à croire que la forêt était immense et tout. Ça Ça me va très bien. c'est pas grave. Non, C'est pas historique, mais c'est pas. C'est pas historique, c'est pas grave. non, parce que chez nous, on a vraiment des arbres. On a juste si tu Où les ça laisses en Ariège. Oui. Si tu les laisses pousser, ça devient des... Eh ben oui. Non, mais bien sûr, mais bien entendu. Je pense, ouais. Bien entendu. Mais les territoires celtes étaient extrêmement bien gérés. Ouais. De toute façon, la civilisation celtique, c'est une civilisation paysanne et guerrière. Hein? Artisanat. Artisanat. Non. Guerrière et paysanne. Guerrière et paysanne. Bah, bien sûr qu'il y a de l'artisanat. Culture et pour la guerre. Pardon ? Pour la culture et pour Oui, la bah, guerre. bien sûr. Mais c'est pareil, ça c'est... Dans une ferme gauloise, on est autonome. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut sur le... Voilà, c'est ça. Hein. Mais ce qui désigne la société celte, c'est réellement ça. C'est une société de guerriers paysans. Ouais. Donc forcément, très tourné vers la nature, forcément. C'est... Ouais, sans doute. Oui, sans doute, mais de toute façon, c'est une... pour moi, il y a... ce qui perd le monde celte, c'est que, au contraire du monde romain, c'est qu'ils ne veulent pas laisser leur empreinte dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est Daniel et Yves Roman, dans
un gros bouquin qui s'appelle La Gaule qui dit ça. De toute façon, tout ce qui importait pour le monde, pour un Celte, c'est de vivre sous le regard de ses dieux, point barre. Et ils n'ont pas du tout envie de... C'était pas des envahisseurs. Comment ? C'était pas des envahisseurs. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est vivre un peu paisiblement. Non. Là, moi je vois bien, hein. Mais c'est une super civilisation guerrière quand même. Hein. Ah, C'est- mais ça, Mais paisible, bon, je suis pas sûr. Hein. Moi je veux bien, moi j'ai été, c'est ce que je dis, j'ai été élevé par l'école de la République. Et l'école de la République qui dit aujourd'hui, attention, pas de roman national, etc. Moi, l'école de la République m'a appris nos ancêtres les Gaulois. Et on nous montrait des très belles images, des images tout à fait romantiques, quoi. Hein, mais eux, la guerre était un art. et absolument. Donc, un art, Et puis la seule façon, bon, il y a eu un moment où effectivement, gagné par le monde du commerce romain, ils vont se mettre à faire du commerce aussi, mais la façon de faire de la richesse, c'est le butin, c'est la guerre. Hein. Donc c'est une civilisation fantastique. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas faire trop d'angélisme. Moi, c'est une civilisation qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Mais je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts et il y a un truc génial chez les guerriers celtes, c'est le culte des têtes coupées quand même. C'est absolument et ça transparaît dans les romans du Graal. Dans les romans du Graal, vous avez à foison des têtes coupées. C'est pareil, les romans du Graal, faut pas faire trop d'angélisme non plus. Parce que c'est à longueur de page, c'est de la tuerie et de la boucherie. Et alors, après, il faut se taper des milliers de pages pour aller trouver des bijoux comme ceux qu'on a vus à propos de Gauvin et de Lunette, à propos de la Lune et du Soleil. Mais sinon, mais c'est assez exceptionnel, cette histoire des têtes coupées dans le roman du Graal, pour moi, ça provient directement, effectivement, de la pratique des têtes coupées dans le monde celtique. Hein. Et même les filles, à un moment, c'est Lancelot, je crois, il s'apprête à trancher la tête d'un de ses adversaires. Alors, il y a une jeune dame, allez, je vous vois bien, en jeune dame, oui, j'ai pas mes bonnes lunettes, mais je pense que vous êtes tout à fait, voilà, le type de demoiselle ou de dame qui arrive vers Lancelot. Et elle lui dit non, elle pleure. Et l'autre, Lancelot, se dit, ah, ça doit être le chevalier de la dame. Et il veut que je le gracie. Alors il lui dit, mais si vous voulez, je le gracie. Il dit, non, ce chevalier est félon, mais je veux sa tête. Et je disais, attends, et il lui coupe la tête, et le texte dit, elle le lie par les tresses à son arçon, elle va dans une lande, et elle jette la tête dans un puits qui grouillait de vermine. Oh, alors là, excusez-moi, mais... Hein, Bon, des beaux sentiments. tout de même. Des beaux sentiments. Mais il ne faut pas s'offusquer de ça. Bah non. Mais c'est vraiment intéressant de voir. De toute façon, il y a plein de réminiscences. Je le disais tout à l'heure, les romans du Graal, pour moi, sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques. Et là, toutes les têtes qui tombent dans les romans du Graal, pour moi, c'est inspiré de cette pratique-là. Justement, pourquoi, en fait, à ce moment où tu as les cathédrales, les abbayes en train de se faire partout, les croisades, l'Inquisition, pourquoi on reprend des mythes celtiques et on les met à la sauce chrétienne Pourquoi à ce moment-là, alors que c'est considéré comme païen et peut-être comme... Moi, j'ai un début d'explication, mais ça vaut que... Moi, je pense que la classe guerrière, à ce moment-là, donc la chevalerie, vit encore sous des principes païens. Et tout d'un coup, on a besoin de civiliser cette classe guerrière. Et j'imagine que l'Église, parce qu'il y a une grande part quand même dans les commandes qui sont faites, une grande part de l'Église quand même, le monde cistercien, etc. Et je pense qu'on veut peut-être civiliser la chevalerie en lui donnant ce but ultime de la quête du Graal. Peut-être. Quand on voit, tu sais bien que je suis passionné par l'ours.
Pourquoi Arthur s'appelle ainsi? C'est parce que ça lui vient du nom gaulois de l'ours, parce que l'ours, dans la tradition celtique antique, c'est le symbole de la classe guerrière. Donc comme le guerrier est issu de la classe guerrière, fatalement, par extension, l'ours devient le symbole du pouvoir royal. Et il faut lire L'ours roi déchu de Michel Pastoureau, où Michel Pastoureau explique bien qu'à cette période-là, l'ours est complètement diabolisé et qu'il y a une passation au niveau du symbole de l'ours au lion. Hein, c'est le lion qui va être ensuite le... C'est marrant d'ailleurs parce que Yvain, donc c'est Yvain ou le chevalier au lion. Tout simplement parce qu'à un moment dans ses aventures, il va trouver effectivement un serpent qui est en train de combattre avec un lion. Et donc c'est curieux parce qu'Yvain va prendre parti pour le lion. Et il va tuer le serpent. Moi j'ai du mal à ne pas voir dans le serpent les vestiges de la tradition antique et païenne. Et dans le lion, bien le Christ c'est le lion de Juda. Hein. Donc tout d'un coup, on voit la classe guerrière à travers Yvain qui prend parti pour la nouvelle religion au dépit de l'ancienne. J'aime bien voir ça. C'est une vision poétique, hein. Je me trompe peut-être. Hein. C'est vraiment ça. Il y a et je pense qu'il y a ça. Il y a une volonté dans les romans du Graal de faire œuvre de civilisation de la classe guerrière.